don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Manon Simonel, bienvenue au podcast. Oui, merci. Re-bienvenue. Ouais, exact, c'est ce que j'allais dire. Deuxième passage au podcast. Exact. C'est super cool. Merci d'avoir répondu à l'appel, évidemment. C'est le fun de voir que les gens sont engagés puis ils veulent revenir aussi puis revivre l'expérience, refaire du contenu ensemble. Fait que très content de te réaccueillir ici. Merci beaucoup. C'est super cool. Puis l'objectif aujourd'hui, c'est de faire un recap, un renouveau, savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ta première vraie année en affaires aussi. Donc, beaucoup de choses qui se sont passées. Petite mention aussi honorable pour Isaël Morin qui t'a aidé justement dans ton accompagnement stratégique. Tu m'avais dit, écoute, on va décaler un petit peu parce que je veux commencer à établir, je pense, une stratégie de personal branding, d'accompagnement aussi, mais précisément pour LinkedIn, ce que Isaël offre. Commençons par ça. Ouais. Pourquoi tu as décidé de mettre la main là-dessus, d'enclencher le pas vers l'accompagnement avec Isaël pour ton LinkedIn finalement? Ouais. Alors, en fait, parce que ça fait un an que je me suis lancée à mon compte en août. Puis moi, l'été, là, je sais pas si c'est la vitamine D ou quoi, mais c'est un moment où je suis hyper créative. Ouais. J'ai envie d'enclencher de nouveaux projets. Genre, le mois de septembre, c'est ma rentrée. Je sais pas si toi, ça te fait ça. Ouais, 100%, moi, janvier, je suis complètement off. Puis... Même, je sais pas, niveau énergie, là, il fait noir plutôt, j'ai juste le goût de dormir tout le temps. Ouais. Tu sais, mais je comprends 100%. Mais je crois que j'avais lu qu'il y a vraiment un truc avec la vitamine D qui fait que sur le corps, genre, ça te donne plus d'énergie versus l'hiver où là, t'es plus fatigué. L'été, j'ai tellement plus de... motivation. Drive, puis vraiment, puis j'ai beau manger autant de clémentines que je veux. C'est pas assez, tu sais. Fait que sommeil, I guess, mais c'est toujours la même chose à chaque année. Fait que OK. Puis là, on arrive en automne, t'as décidé de commencer ça avec Isaël. En fait, en plein mois d'août, j'ai décidé de contacter Isaël parce que ça faisait un moment que je le connaissais, puis je l'ai toujours trouvé sur les réseaux. sur des 5 à 7 et tout ça. Je le trouvais vraiment inspirant, bienveillant, humain, et je m'étais toujours dit, j'aimerais vraiment travailler avec lui. Mais j'étais comme pas sûre de ce que je voulais faire exactement. Puis en fait, en août, je sais pas, tout s'est éclairé. On dirait que j'ai fait comme un bilan un petit peu de ma dernière année. Et j'ai réalisé tout ce que j'aimais pas faire, ce que je voulais faire, ce que je voulais changer un peu. Ouais. Et parce que ma dernière année, je me suis lancée sans vraiment de plan. T'sais, moi, je regarde souvent des entrepreneurs autour de moi, on dirait que c'est assez carré, ils ont vraiment déjà une vision. Ouais. Moi, je me suis un peu vraiment lancée, genre, on va voir, en fait. On verra, on essaiera. Exact, on essaye. Je m'attendais à repostuler à un job au bout de 3 mois, tu vois, donc finalement, ça va super bien. Notre premier podcast, quand on l'avait enregistré, ça faisait combien de mois? J'ai commencé en août et je pense qu'on s'est vu en décembre. OK. Vraiment, ce questionnement-là est venu un peu en même temps ou peu après? En fait, quand on s'est vu, je me suis dit, OK, c'est sérieux, c'est que je continue. Ça, c'est le fun. Mais je savais pas que tu avais eu ce questionnement-là. Savoir, c'est sûr qu'au début, c'est un peu chambranlant parce que tu essaies, tu dis, oh mon Dieu, attends, ça fonctionne pas, ou c'est juste bâtir notre clientèle, on le sait. Là. Ouais, puis dans la première année, moi, je me mettais vraiment une pression, genre, comment ça se fait que je sais pas vraiment c'est quoi mon plan, j'ai pas vraiment de stratégie. Puis au fur et à mesure que je rencontrais des gens dans des 5 à 7, ils me disaient, mais tu sais, nous, les réponses à questions que t'as, on les a pas eues avant 3 ans, genre. Et ils m'ont même dit, il y en a certains, ils m'ont dit, mais des fois, c'est toujours un petit peu en réflexion 100%. Et tu te réajustes, etc. Donc, en fait, 1 an après, je me suis dit, voici tout ce que j'ai fait sur la dernière année. Ouais. Qu'est-ce qui a changé par rapport à quand j'étais salariée? Qu'est-ce que j'aime moins? Et donc, ça m'a vraiment permis d'établir des priorités. J'ai réalisé, par exemple, que je travaillais encore beaucoup avec des agences à la pige, ce qui est correct parce que j'apprends beaucoup. Mais d'un autre côté, ça me change pas vraiment de ce que je faisais avant. Tu sais, je travaille encore avec des agences, c'est cool. Maintenant, je suis à mon compte, donc c'est encore plus cool. Mais d'un autre côté, c'était pas la vision non plus que j'avais de me lancer à mon compte. J'avais plus envie vraiment d'être ma propre agence toute seule. Ouais, exact. Donc, c'est ça que je me suis dit, en fait. Et puis aussi, j'avais du mal à mettre dans une case parce que ma force, c'est la gestion de campagne. Google, Meta, tout ça. Ouais. Mais j'arrive pas à me contenir à ça. Il faut que j'aille voir dans un site web, il faut que j'aille voir le SEO, la création de contenu, etc. Et donc, je me disais, comment je me positionne avec ça? Parce qu'au final, ça fait que je suis obligée de dire, je fais un peu tout. Mais quand tu dis « je fais un peu tout », personne ne comprend ce que tu fais. Trop généraliste, ouais. Exact. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve quelqu'un pour m'aider justement à clarifier mon positionnement, faire en sorte que ça soit clair ce que je fais, comment je le fais, pour qui. Donc, c'est vraiment pour ça que j'avais envie de voir Isaël. Et donc là, ça fait depuis octobre que j'ai commencé à travailler avec lui. Donc, c'est un accompagnement sur 6 mois
pour l'instant. Là, peut-être que ça va prolonger, je sais pas. En tout cas, pour l'instant, ça se passe super bien. Okay. Puis c'est ça, dès les premières... c'est vraiment, ça m'a aidé à avoir un point de vue extérieur sur ce que je faisais, mon approche, mon positionnement. Puis il m'a vraiment posé des questions qui m'ont challengée et qui m'ont poussée dans ma réflexion et faire en sorte qu'aujourd'hui, j'ai des actions qui sont beaucoup plus claires. Tu sais, même dans les projets que je recherche, par exemple, sur lesquels, des fois, on m'approche sur des projets et ça me permet de me poser la question, est-ce que c'est cohérent avec mon positionnement, ce que je veux faire et tout ça? Est-ce que, plutôt que de dire je dis oui à toutes les opportunités, même, est-ce que c'est vraiment la bonne opportunité pour toi, le bon timing aussi? Exact. Puis, on en a parlé tantôt avant d'enregistrer, mais comme tu sais, on a fait un podcast avec Isaël aussi. Ouais. Ça a été vraiment une belle entrevue humaine. Puis, tu sais, je pense que lui... Ce qui est vraiment intéressant dans son offre, c'est de comprendre l'humain aussi derrière l'entrepreneur, de savoir ton positionnement, comment bien le brander. Je pense qu'il y a une grosse valeur ajoutée à savoir, à ce que les gens comprennent directement là, ce que cette personne fait et pourquoi aussi. Fait que quand c'est trop général, tu viens chercher un petit peu des clients un petit peu moins... Fait que, non, c'est intéressant, c'est tellement important aussi de se positionner, mais sur LinkedIn précisément aussi, même chose. Mais ce qui est le fun avec Isaël, c'est que c'est pas juste sur LinkedIn. Moi, si tu veux, sur LinkedIn, je publie depuis que je suis lancée à mon compte. C'était mon seul objectif. Je me suis dit, il faut juste que je publie sur LinkedIn tout le temps que je sois présente. Mon idée, c'était que je reste dans la tête des potentiels prospects. Je me suis dit, il faut pas juste que je dise une fois, « Hey, allô, je suis à mon compte », puis après, je disparais pendant 6 mois. Il faut que tu engages. Engage avec ta communauté. Puis c'est ça qu'il disait dans notre épisode, tu publies du contenu, mais c'est aussi de répondre aux commentaires, d'interagir avec les gens, de poser une question active et non de dire juste de lancer quelque chose peut-être comme ça qui n'a aucune valeur ajoutée pour la personne qui lit ton... Fait que ça, c'est intéressant. Exact. Donc, tu vois, j'avais ce... Ça allait sur LinkedIn, ça allait super bien, je continue de croître, mais juste je sentais que je postais pour poster et que j'avais pas vraiment de stratégie, de cible précise, ce qui est vraiment bizarre parce que tu sais tout ce qu'on dit, le côté humain, etc. Moi c'est ce que je conseille beaucoup en marketing pour des marques, mais j'ai vraiment du mal à l'appliquer. Mais je pense que c'est ça aussi le défi quand t'es à ton compte, vu que t'es tout seul. C'est difficile de sortir la tête de ton bocal et d'avoir un point de vue extérieur, te remettre en question et tout ça. Donc, ça m'a vraiment aidé. Même si ChatGPT peut aider des fois quand tu es tout seul en brainstorming, mais bon, ça reste que c'est quand même super limité. Ça va plus loin que ça. Il faut faire aussi affaire avec des humains, c'est le fun. Puis, je pense que le fit client aussi, c'est important d'en parler. Autant quand tu travailles avec des collaborateurs que ta clientèle. Fait que est-ce que tes critères de sélection avec des clients que tu travailles maintenant, est-ce qu'ils ont changé? Qu'est-ce que tu regardes maintenant? Complètement. Okay. C'est un petit peu... c'est un peu cliché ce que je vais dire, mais tu sais, le mindset. En fait, j'ai réalisé en fait que les mandats qui fonctionnaient pas avec moi, c'est ceux où on me dit, par exemple, j'ai $1000 et je veux aller sur Meta ou sur Google. Okay. Parce qu'en fait, de ce que je remarque, c'est que moi, j'arrive comme le dernier maillon de la chaîne. Et s'il y a quelque chose qui va pas avant, ça peut pas fonctionner. Donc moi, je me dis vraiment, en fait, il faut que je sois capable d'avoir des clients qui sont prêts à se remettre en question et à comprendre, à accepter le fait que des fois, ton site web, il n'est pas prêt pour faire de la publicité. C'est ça. Fait que c'est de régler cet enjeu-là en ce moment avant de publiciter. Ouais. Et souvent, je vois des gens qui m'approchent pour faire de la publicité. Ils sont un peu pressés. Ils ont, des fois, ils ont même l'impression que c'est ça qui va sauver. C'est exactement ça qui leur manque. Alors qu'en fait, c'est quelque chose que je dis beaucoup maintenant aujourd'hui dans mes contenus. Des fois, la publicité, ça fait juste montrer les problèmes que tu n'avais pas vus. Dans le sens où la publicité, ça va booster ton site web, ta visibilité auprès de personnes qui ne te connaissent pas. Donc là, si ça ne fonctionne pas, s'il y a un problème, ça va être flagué par directement l'audience qui ne te connaît pas. Parce que l'audience qui te connaît, elle est déjà un peu acquise. Donc même si ton site est un petit peu long et à charger, par exemple, ils se disent « Ouais, mais tu sais, l'expérience client, ça vaut vraiment la peine, le produit est vraiment de qualité. » Mais une audience froide qui ne te connaît pas, elle n'a pas la patience de se dire « Ah, tu sais, le site, il est long à charger, mais peut-être que... » Non, ils vont juste fermer, au revoir et aller chez le concurrent, quoi.
Non, c'est intéressant parce que c'est le fun de voir le cheminement, justement, que tu venais de te démarrer, puis là, après un an après, ça change complètement. Puis, tu sais, quand tu disais, justement, les personnes qui disaient, ben c'est après 3 ans que, tu sais, des fois, que je réponds à mon questionnement, à savoir c'est quoi mon alignement, c'est quoi ma vision long terme, qu'est-ce que je veux créer à travers mon entreprise, quel genre de personne que je veux être. Fait que c'est normal, puis je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont nous écouter, tu sais, qui disent, ben, tu sais, j'ai goût de lancer un projet quelconque, mais est-ce que je vais perdre mon temps, tu sais? Ouais. Ça, c'est vrai, moi, je me posais beaucoup la question aussi, tu sais, mais je sais pas, enfin, et en fin de compte, c'est ça, avant de... Enfin, Isaël, il m'avait dit, justement, tu devrais faire un webinaire, et moi, j'avais super peur, mais je me rends compte... c'est ça. Ouais, je me rendais compte que juste, c'était moi, ma propre limite. Et donc, j'ai demandé à ChatGPT, parce que je me suis dit, donc, je suis ma propre limite, comment je fais pour vaincre ce syndrome de l'imposteur. Et puis ChatGPT m'a dit juste agis et tu verras. Faire, c'est mieux que pas faire, quoi. Et donc maintenant, j'essaye un peu de garder ça, même si des fois je me trompe. Finalement, c'est toujours un peu quand je me suis trompée que j'ai le mieux appris. C'est même dans mes campagnes, même dans ma vie de tous les jours, au final, c'est comme ça que tu apprends le mieux. Donc je dirais, c'est ça, faire, c'est mieux que pas faire. Même si c'est pas parfait. De toute façon, ce sera jamais parfait. Mais oui. Donc, c'est super. Non, c'est vraiment pertinent. Puis c'est drôle que tu ailles demander à ChatGPT, mais c'est tellement. Tu sais, j'ai vu une capsule vidéo récemment, quelqu'un qui a un expert qui recommandait essayer. Si vous êtes quelqu'un qui utilise ChatGPT au quotidien, demandez-lui de vous demander de dessiner votre portrait psychologique, à savoir comment. Qu'est-ce qui ressort de ça? Est-ce que tu es quelqu'un qui est assuré d'elle-même? Est-ce que tu es quelqu'un qui manque un petit peu de confiance, des hésitations? Est-ce que les questions que tu poses sont assez précises? Puis d'y aller vraiment concret, mais ça donne des idées à savoir, oh mon Dieu, OK, c'est comme ça qu'une personne, que chat me voit, fait que probablement qu'une personne humaine me perçoit comme ça, donc comment je peux m'améliorer aussi. Mais des fois, ça peut être genre, oh mon Dieu, je vais pas lui demander, j'ai peur de savoir qu'est-ce qu'il va me dire, tu sais. Il y a une petite question d'ego là-dedans, mais... C'est des outils qui servent à ça, c'est à nous améliorer puis à être plus efficace puis performant. Exact. C'est le fun. Ouais, non, il y a du bon quand même dans l'IA, là, même si on en des parle. fois, il faut toujours faire un peu attention, là, mais moi, je l'utilise beaucoup. Enfin, je trouve que quand tu es tout seul, c'est hyper important parce que c'est ça, tu es tout seul, quoi. Donc, tu as toujours la tête dans le guidon, puis tu pas d'introspection, tu pas de brainstorming, quoi. Moi, il m'aide à avancer, honnêtement. Exact. Sinon, parfois, je reste bloquée, puis je peux tourner en rond pendant des heures. Et pas avancer, quoi. Est-ce que ta vision de ton entreprise a changé depuis qu'on s'est parlé, à savoir être solopreneur, avoir une équipe à l'interne, ou c'est quoi un peu est-ce que ça a changé dans tes objectifs? Ça, non, finalement. C'est pas ça? Okay. Finalement, OK, fait que peut-être que tu t'attendais à ça. Il y a toujours une chose que j'ai été sûre, c'est que finalement, moi, j'ai pas la vision de créer une agence. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui se lancent à leur compte comme moi pour faire la gestion de campagne, puis à terme, soit ils veulent s'associer avec différentes personnes, soit ils veulent déléguer et gérer des équipes. Moi, j'ai vraiment une autre approche. Moi, ce que je préfère faire, finalement, c'est transmettre mes connaissances. Donc, c'est plus ça, la vision que j'ai. Donc, à terme, ce que j'aimerais, c'est continuer de gérer des comptes, des campagnes, des entreprises et la moitié d'autre mon temps, faire transmettre mes connaissances, donner des cours. Et c'est ce que je vais commencer à faire justement l'année prochaine. Je vais commencer... Éducation? Ouais, je donnais déjà beaucoup de formations, soit avec InfoPresse, avec La Fusée. Mais l'année prochaine, là, je vais prendre une charge de cours à HEC. Donc ça, je suis vraiment contente parce que c'est un premier pas dans l'enseignement concret, là où vraiment c'est une université. Non pas que c'est pas concret, les formations que je donne avant, mais c'est beaucoup plus condensé en une journée. C'est difficile de tout couvrir. Okay. Le titre du cours que tu vas enseigner? Marketing numérique avancé. Nice. Parfait. Donc, le but, ça va être vraiment apprendre Google Ads, le SEO. Concrètement, ce que tu... Exactement. Ça, c'est une petite parenthèse. De faire ça, les étudiants qui vont participer à ton cours, moi, je serais moins intéressé, là, mais les étudiants qui vont participer à ton cours, c'est le fun parce que, je suis à l'université, puis c'est tellement... Il y a beaucoup de professeurs qui ils ont eu de l'expérience, mais ils ne sont pas activement dans le marché, right? Et puis des fois, le discours qu'ils peuvent avoir, les enseignements qui sont donnés, c'était d'actualité il y a 5-10 ans. Oui, exactement. Toi, tu es dans le concret, tu es dans ton entreprise et en plus, tu amènes une valeur ajoutée à savoir, hey, mettons, cette semaine, j'ai découvert cet outil-là, je l'utilise, il y a une nouvelle tendance. Surtout en publicité, on le sait, puis en marketing, ça change de minute en minute.
Fait que je trouve ça cool. Maintenant, ma question à savoir, comment tu vas jumeler ton horaire entreprise avec HEC, tout simplement? Ben, je t'avoue que la première session, ça va être sport. L'adaptation, là, mais ouais. Exact. Ouais. Ben, parce que moi, j'enseigne déjà un peu, mais à l'université, c'est un autre game. Là. Enfin, tu sais, par exemple, on m'a dit, il faut que tu penses à une politique de cours. Moi, j'étais comme, c'est quoi? Politique de cours, un contrat avec par les élèves, exemple, un peu, tu sais, un contrat oral, par exemple, c'est quoi que tu tolères comme retard, tu sais, à partir de quand c'est pas toléré. Puis on m'a dit, c'est vraiment important de le faire parce qu'après, tu peux pas reprocher aux élèves d'arriver 15 minutes en retard si tu l'as pas dit que ça te dérangeait, toi. Tu sais, par exemple, manger en cours, le téléphone, comment tu fais, utilisation de ChatGPT, justement. Ah ouais, ça, c'est des trucs qu'il faut penser. Puis après, le fait d'organiser les cours, donc non seulement il y a les cours, mais il y a aussi les travaux, les évaluations, les intras, etc. Donc ça, il faut le planifier. À quel point tu as un contrôle sur ta structure de cours, tes évaluations, comment ça fonctionne? Le cours, il a été développé par quelqu'un qui s'appelle Sylvain Amoros, qui est professeur invité à HEC. Ouais. Et lui, en fait, il donne ce cours-là au baccalauréat. Et moi, en fait, je donne ce même cours au certificat. Donc, il y a des personnes qui sont un peu plus déjà dans le milieu professionnel, en fait, soit qui veulent se réorienter, soit qui veulent apprendre plus. Donc, en gros, le cours existe déjà. C'est juste que je vais le donner à une autre clientèle, entre guillemets, qui est plus dans le monde du travail déjà, quoi. Donc, c'est ça la seule chose qui change. Mais après, moi, ce que j'aime bien avec Sylvain, c'est qu'il me dit, il a la même vision que moi, dans le sens où tu peux pas forcer quelqu'un à faire comme toi. On a tous notre approche. Donc, on est tout à fait d'accord à se challenger tous les deux. C'est cool. Donc, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que pour la première session, moi, je vais participer à tous ses cours pour voir comment il fait. Et puis, moi, je vais les reproduire, mais à ma façon. Je ne vais pas juste copier-coller ce qu'il dit. J'ai toujours mon approche. Et lui, il a la sienne. Quoi qu'il arrive, dans tous les cas, c'est la même chose qu'on fait. Donc, il n'y en a pas un qui va dire A, l'autre qui va dire B. Mais chacun, on a nos enjeux. Lui, il accorde beaucoup d'importance, par exemple, à tout ce qui est environnemental en lien avec le marketing numérique. Environnemental, donc... l'éco-responsabilité, les émissions, etc. Moi, je trouve ça super intéressant. Les serveurs, stocker ces données-là, Je trouve ça super intéressant, mais je ne suis pas encore tout à fait au point là-dessus. Donc, je suis super curieuse de me développer, d'avoir son point de vue à ce sujet-là. Puis moi, en même temps, je pourrais apporter ma touche. Moi, j'ai une touche un peu plus think outside the box. Là. C'est ça, moi, je ne veux pas me limiter à juste regarder un coup par clic sur Google. Moi, je veux vraiment aller fouiller et encourager les étudiants à mener leur propre enquête pour savoir si ça marche ou pas. Puis d'écouter justement, encore une fois, une professeure qui vit l'entrepreneuriat. Je trouve que malheureusement, le système scolaire enseigne des étudiants pour les former à être des gestionnaires. Pourquoi ne pas montrer concrètement, puis de promouvoir un peu la voie de l'entrepreneuriat sans dire de bâtir puis tant mieux si tu as la vision de bâtir une grosse agence ou une grosse entreprise, mais de dire, écoute, le marché de l'emploi en ce moment est un petit peu spécial. Je peux pas te garantir en sortant, c'est pas comme avant, là. On sort avec un bac puis t'as 10 entreprises maintenant que tu peux aller chercher un poste corporate. C'est plus difficile de spécialiser puis de se démarquer. Fait que la voie d'entrepreneur devient une solution à l'autonomie aussi puis de t'accomplir professionnellement plutôt que de penser tout de suite, non, il faut que j'aille chercher une job steady. Ça peut être la prochaine, ça va être, je pense, peut-être le prochain standard. C'est de créer ta propre petite boîte, d'offrir une spécialité que quelqu'un n'offre pas en général, puis de développer ça. Fait que, de montrer ça aux étudiants, écoute, c'est possible, tu peux vivre de ça, puis très bien aussi. Ouais. Puis j'avais lu des trucs, j'aime trop lire sur les générations. Je trouve ça vraiment fascinant. Les différences entre les gens. OK. Et puis, les millennials, c'est la plus grosse génération d'entrepreneurs. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis les Gen Z, eux, ils ont vraiment une mauvaise réputation. Je sais pas si tu as déjà entendu ça, mais souvent on dit les Gen Z, ils veulent pas travailler. Ils sont paresseux. Mais en fait, moi, je trouve que ils ont raison dans le sens où en fait, c'est les seuls qui imposent leurs limites, tu vois. Oui, en fait. Ils disent, je suis payé 40 heures, je fais 40 heures. C'est tout. Chose que nos parents, par exemple, moi, mes parents, ils étaient payés 40, ils faisaient 60. C'est ça.
En fait, cette génération-là, moi, je l'admire. J'aime trop regarder ce qu'ils font déjà parce qu'ils sont très novateurs. C'est vrai. C'est eux qui imposent... Enfin, regarde, c'est grâce à eux l'ascension de TikTok, par exemple. Exact. C'est eux, pendant la Covid, qui faisaient des niaiseries. Et résultat, on est tous sur TikTok maintenant. Et... Donc, je trouve ça vraiment fascinant. Et de voir que c'est une génération d'entrepreneurs, c'est hyper inspirant. Donc, tant mieux s'il y a des écoles comme HEC, l'UQAM, pour leur donner les clés pour qu'ils y arrivent, quoi. Donc, c'est parce que, tu sais, puis je veux dire, le discours de nos parents, c'était toujours, tu sais, d'aller chercher la stabilité, d'éviter le risque potentiel. Puis dans ces années-là, si on parle des années 80, même 90, de se lancer en affaires, c'est très difficile quand l'Internet n'était pas où ce qu'on est aujourd'hui, là, concrètement. L'accès à l'information était difficile. L'accès à l'information était difficile. Il fallait que tu bâtisses un réseau. Tu sais, c'était même pas l'entrepreneur, c'était un homme ou une femme d'affaires. Fait que, tu sais, la vision était différente. Puis, je veux dire, l'Internet, les réseaux sociaux, le web a amené tellement d'opportunités. Les barrières à l'entrée sont brisées maintenant. Donc, quelqu'un qui a un cellulaire, le nouveau iPhone qui filme en 4K, 120 FPS, avec une stabilisation, tu sais, comme peut offrir des services de pro que les gens ne pouvaient pas il y a X nombre d'années. Fait que, tu sais, ça devient intéressant. Donc, le fameux risque, ça devient pas une stabilité, mais un truc de genre, tu sais, c'est assez... Fait que la vision est différente. Fait que c'est des... Quand tu as dit, mettons, on prend le contexte d'un Gen Z ou qui parle avec son père ou sa mère, tu sais, puis c'est sûr qu'eux vont avoir cette perception-là, ce vécu-là, ils vont te dire, ben, ce que tu me dis, moi, peut-être je comprends pas vraiment, tu vas-tu vraiment faire de l'argent avec ça? Moi, je me suis fait dire. Ouais. Tu sais, mais c'est juste, c'est l'éducation, puis de faire comprendre, tu sais, voici ce qu'on fait, puis évidemment, il y a des contrats. T'essayes, puis that's it, tu sais. Ouais. Fait que c'est un peu, faites votre propre chemin, puis vivez-le, mais je pense que ça amène tellement c'est une belle expérience de vivre ça. Exact. Même si ça fonctionne, tant mieux, c'est vraiment le fun. Si ça fonctionne pas, c'est jamais perdu. Oui, puis t'apprends. T'as quand même un apprentissage. C'est exactement ça que je vis à chaque fois que je gère des campagnes, tu vois. Même des fois, il y a des campagnes qui fonctionnent pas, mais quoi qu'il arrive, t'as un apprentissage et puis tu referas pas la même erreur. Si c'est un minimum intelligent, sensé, c'est sûr là que tu prends des notes. Mais pour en revenir aux générations, il y a un truc aussi que j'ai réalisé, moi, sur la dernière année, puis j'ai l'impression que c'est ce que la Gen Z pense un peu, les millennials aussi, quand ils se disent « je vais lancer mon entreprise », c'est parce que j'ai l'impression que, nos parents, par exemple, ils ont tout le temps attendu avant de se dire « là, je peux être heureux », par exemple pour la retraite. Il y avait un bon timing. Souvent, ils se sont dit « ah, je vais cotiser pour ma retraite » ou « je vais charbonner comme ça, après, j'aurai une meilleure retraite ». Un certain moment, je serai heureux, donc je vais charbonner. Puis ça, je parlais de ça dans l'autre podcast tantôt ce matin, mais tu sais, Pierre-Yves McSween, l'économiste. Pierre-Yves McSween, c'est un économiste, puis il a écrit des livres, c'est un Québécois, mais tu sais, lui, dans son discours, c'est un peu ça, c'est charbonner pendant jusqu'à 30-45 ans, tu achètes ton triplex, tu vis dedans, mais pendant ce temps-là, va pas au resto, voyage pas, dépense pas, parce que c'est comme si tu le méritais pas, tu sais, mais à un certain âge, tu pourrais te gâter. Fait que je trouve ça un petit peu extrémiste comme façon de penser, parce que moi, je suis un Gen Z. Puis les millennials, on a un peu cette mentalité-là, mais on veut vivre. Voyager, ça fait partie de... On budgète pour ça, tu sais. Puis on dépense peut-être un peu plus qu'on devrait, mais en même temps, on se dit, je sais pas, l'argent va revenir. C'est prendre des décisions qui font du sens, mais de profiter du moment présent est beaucoup plus en ce moment que le bonheur va m'amener après la retraite, tu sais, ou de genre, je vais avoir une job, d'avoir un bon fonds de pension, tu sais, c'est comme... C'est pas si valorisant pour nous que ça l'était pour d'autres générations, je pense. Puis le contexte actuel, c'est avec l'environnement, l'instabilité, tout. Exact. Tu dis, c'est maintenant qu'il faut que je profite, tu sais. Donc, moi, souvent, on me demande, c'est quoi ton objectif pour ton entreprise ou à ton compte? Et je dis juste, les gens, ils s'attendent parfois, ceux qui me posent la question, à un objectif financier. Combien d'argent tu veux faire? Un CA et tout ça. Moi, mon objectif, c'est juste penser avoir du temps et pour mon entreprise et pour moi. C'est vraiment l'équilibre entre les deux. Et jusque-là, je suis super contente, j'ai réussi à l'atteindre, mais tu sais, j'ai vraiment pas... En fait, le seul objectif que j'avais financier, c'était de garder le même niveau de vie.
Tu sais, donc pas travailler plus et avoir moins de temps et pas avoir moins d'argent pour devoir faire des concessions ou quoi. C'est ça mon seul objectif. Puis aujourd'hui, je me rends compte que finalement, au quotidien, tu sais, si on me pose la question, est-ce que tu es heureuse? Ben oui, c'est ça. Vraiment, parce que... C'est pas quand je vais être rendu là, quand mon entreprise va être à tel niveau que je vais être heureux. Il faut que tu sois heureux dans ce que tu fais maintenant. Puis même dans les difficultés, dans les bas les plus difficiles que dans les mois les plus hauts, comme faut que tu aimes vivre en ce moment ce que tu fais. Puis c'est sûr que des fois, on se projette tellement dans le futur que c'est difficile de voir. Tu sais, des fois, on regarde tellement ce qui se passe au bout de notre nez en ce moment et non ce qu'on a vécu ou ce qu'on a accompli dans le passé. Tu sais, fais juste regarder il y a 3 ans, t'étais où, tu faisais quoi, t'étais qui, quelle peur que t'avais, tu sais, puis compare au problème actuel. La personne qui a 3 ans serait incapable de gérer ce que tu fais aujourd'hui. Fait que ça, c'est inspirant aussi. C'est vrai. Puis oui, ça aussi, on me l'a dit au fil des 5 à 7 quand je rencontrais des gens. On me disait, oui, mais regarde versus il y a un mois, comment t'étais. Un mois déjà, un an. Et c'est vrai, quand t'es à ton compte, tu en apprends quasi tous les jours, surtout au début. Là, c'est comme quand t'es un jeune enfant, t'apprends à marcher, parler, t'apprends tout. Quand t'es à ton compte, ça, t'apprends à facturer, mettre des prix, des nouveaux services, communiquer, etc. Enfin, c'est toutes des nouvelles choses que t'apprends, que t'es pas obligé d'apprendre en entreprise, vu qu'il y a d'autres personnes pour le gérer, quoi. Puis parlons de l'aspect financier, c'est intéressant parce qu'on associe le succès, puis c'est une question qu'on pose à la fin du podcast, là, mais on associe le succès comme étant l'argent qu'on fait ou on voit une grosse entreprise qui fait des millions par année, mais que le propriétaire, il reste comme 50 000 par année de salaire. Mais c'est flashy de voir 1 million, tu sais, même il y en a qui arrivent flush puis qui sont endettés, fait que c'est quoi, finalement? Qui est le plus riche là-dedans? T'sais? Quelqu'un qui est endetté, qui a peu de temps pour lui parce qu'il y a des employés à sa charge, il y a des responsabilités financières, il y a des dettes, plutôt que quelqu'un qui fait 75 000 par année. Exact. Qui est bien, qui est solo dans son entreprise. Il y a une grosse valeur à ça, que c'est pas flashy, parce qu'on voit pas ça sur les réseaux, évidemment. Puis je pense que notre génération met ça de plus en plus de l'avant. C'est cool. Ouais, pour moi, le vrai luxe, c'est d'avoir le temps. C'est le temps que tu as. Ouais, c'est d'avoir du temps pour faire ce que tu veux. Là. Est-ce que tu as week-end? Est-ce que tes week-ends, tu peux le passer avec ta famille, avec ton chum, ta blonde? Ouais, donc si tu as 1 million de CA, mais que tu peux pas partir en vacances, tu t'en fais quoi de ton million? Ça sert à rien. Donc c'est ça, tellement. Je pense que cette génération-là, la Gen Z, c'est ça qu'ils ont compris. Et donc ils veulent pas faire des concessions sur leur travail parce que c'est aujourd'hui qu'il faut vivre sa vie. On sait pas si on aura de retraite, on sait pas l'environnement, comment ça va être, le monde dans 10 ans, comment est-ce qu'il sera. On sait pas, ça change tellement vite que... C'est un petit peu, c'est difficile, c'est ça, je pense que notre génération a de la misère peut-être à se projeter, à planifier dans le temps puis à préparer parce qu'on se dit, si on regarde juste l'immobilier, ça a doublé en 10 ans. Une propriété a doublé en 10 ans, fait que tu sais, en moyenne au Québec. Fait que tu te dis là, t'es comme, attends, là, tu sais, c'est impossible l'acquisition, fait que le mode de vie doit changer. Ou il faut acheter en groupe, mais tu sais, comme la location devient peut-être plus intéressant, plus de flexibilité, fonctionne avec notre mode de vie. Peut-être qu'on s'en va vers ça ou de réduire. Est-ce qu'on a besoin de la grosse cabane avec les 2 garages, les 10 pièces, 3 salles de bain, ou on est bien dans un format de 3,5, 4,5? Sujet intéressant que j'ai fait un podcast la semaine dernière avec un courtier hypothécaire, puis il me disait c'est prouvé que en moyenne, les gens utilisent 750 pieds carrés habitables dans leur maison. L'équivalent d'un 3,5 un peu grand, tu sais. Max, that's it. That's it. Fait que là, tu te dis, oh mon Dieu, attends. Fait que, tu sais, ça remet la question, quel genre de mode de vie que tu veux avoir? T'as-tu vraiment... Quand tu achètes cette maison-là, c'est-tu par ego, faut que je présente bien, faut que je montre que j'ai un succès? Ou tu peux être bien, justement, dans un plus petit bâtiment, tu sais? Fait que ça, c'est intéressant aussi. Ben, c'est comme, justement, moi aussi, cette semaine, j'ai vu un conseiller financier. Oh, OK. Et puis, il me disait, moi, je suis pareil que lui, j'ai la même vision. Plus tu gagnes d'argent, plus ton mode de vie va s'adapter, et plus tu vas avoir besoin d'argent, tu ne seras jamais assez riche. Parce que c'est ça, tu vas constamment vouloir adapter ton mode de consommation. Donc, au final, c'est pas l'argent qu'il faut viser. C'est le mindset. C'est ça, c'est autre chose. Parce que sinon, tu t'adaptes constamment. Enfin, c'est ça, moi, quand j'ai commencé, mon salaire, c'était quoi? C'était genre 35 000 pièces. Aujourd'hui, heureusement, je suis plus du tout là. Je l'ai triplé, mais quand j'étais à 35 000 pièces, j'avais pas...
Après, c'est ça, je 10 ans d'expérience, ça a mis du temps, là, mais tu sais, j'avais pas l'impression d'être, serrée. C'était pas non plus la même époque, ça coûtait moins cher, c'est sûr, mais j'avais pas l'impression de me restreindre, comme aujourd'hui, tout simplement parce que mon mode de vie s'est complètement adapté. Ça a fité là-dedans, quoi. Ouais, parce que, tu sais, ce qu'on veut, c'est d'augmenter notre revenu un petit peu à chaque année, puis de voir un peu. Mais est-ce qu'on a nécessairement besoin d'augmenter notre mode de vie aussi? Fait que s'acheter un nouveau véhicule de l'année pendant que le tien il fonctionne encore puis qu'il est déjà payé, tu te poses tu te remets en question, puis pourquoi je veux prendre cette décision-là, tu sais? J'en ai-tu vraiment besoin? Puis... Mais je pense que les gens se disent, ben écoute, mettons, je fais tel nombre d'argent, je veux que ça équivaut à ma vision ou mes ambitions. Donc, je vais acheter ces acquis-là pour que je continue à faire plus d'argent, puis ça me motive à aller plus haut, plutôt que de rester peut-être dans un mode de vie qui est plus humble, puis d'augmenter mes revenus. Je sais pas, on dirait qu'il y a peut-être une déconnexion dans ces deux discours-là. Ouais, exact. Mais c'est ça, moi maintenant, je me concentre vraiment sur mon temps, développer des nouveaux hobbies, aussi, acquérir de nouvelles compétences. Nice. C'est justement par rapport à ChatGPT, j'ai essayé de me former beaucoup plus, l'intelligence artificielle at large, et par exemple faire des vidéos avec une photo, ce genre de choses. Donc c'est ça, moi je trouve que c'est ça le vrai luxe, c'est pouvoir t'accorder du temps pour toi, pour te développer personnellement et professionnellement, quoi. Notre épisode va sortir en 2026, en début d'année, en janvier, puis je me demandais, penses-tu qu'une des manières de se démarquer, ça fait un petit bout qu'on parle de ça, là, mais du personal branding, mais concrètement, de s'établir, de bien se positionner, tu commences à le faire. Penses-tu que c'est un avantage énorme dans notre marché en tant que... en marketing, de vraiment de se positionner comme un expert, mais d'avoir vraiment une identité distincte à son entreprise? Se positionner comme un expert, je pense que oui, parce que selon ton sujet, il faut aussi que tu sois crédible. Donc, oui, ça, c'est tu peux clair. pas dire, moi par exemple, je suis le meilleur ou je suis la meilleure. Ouais, c'est ça. Donc, oui, je pense vraiment que le personal branding, c'est hyper important. Et puis, pas seulement, en fait, le branding en général. Des fois, on me pose la question, si demain tu devais monter une marque, tu commencerais par quoi? Et moi, je dis, en fait, le branding. Premièrement, le branding. Okay. En fait, que ça soit une personne ou une entreprise, le branding, c'est hyper important parce que c'est ce qui transmet, par exemple, des émotions, ce qui crée l'attachement, ce qui un peu humanise donc une personne ou une marque. Et c'est ce qui fait qu'on s'attache et qu'on va... vraiment, stick to it, être fidèle à une marque. Donc, pour moi, c'est vraiment hyper important parce qu'à l'heure de ChatGPT, où il y a plein de gens qui l'utilisent, il y en a qui l'utilisent bien et d'autres beaucoup plus qui l'utilisent très mal et que ça sent que c'est vraiment du contenu dépourvu d'humanité. Tu vois? Oui, c'est ça. Et donc, c'est ça, une entreprise qui fait vivre ses émotions, qui montre une personnalité, là, tu vois, là, tu te dis, mais ça sort vraiment du lot. Et donc, pareil pour le personal branding. Tu vois, c'est ça, tu sors vraiment du lot en montrant ta personnalité. Donc, même si tu as des concurrents qui font exactement la même chose que toi, chacun a ton approche et c'est comme ça que tu te démarques et que tu vas attirer en plus les bonnes personnes qui se sentent en phase avec ce que tu projettes, quoi. Puis je vois une tendance de plus en plus aussi sur LinkedIn précisément, mais des entrepreneurs qui mettent de l'avant des choses qui ont... des failures de la semaine, des choses qui ont raté. Puis je pense que c'est Amélie Morancy qui avait publié ça récemment dans un commentaire. Elle avait dit, je pense que tu l'as peut-être déjà vu, là. Je me suis trompé dans le nom, dans l'approche au niveau de mon client. Fait qu'elle avait envoyé un message au client, puis elle s'est trompée le nom, tu sais. Puis là, elle a perdu le lead, elle a perdu la clientèle. Puis tu sais, c'est pas des choses, si tu dis, mon Dieu, je ne montrerai jamais ça parce que, voyons donc, se tromper de nom pour un client, tu sais, c'est quoi cette affaire-là? Puis je trouve ça cool qu'elle ait mis ça de l'avant, tu sais. Puis c'est authentique, puis c'est rafraîchissant, plutôt que toujours voir tout va bien, tu sais, une vie de licorne. Mais tu montres pas par où t'es passé. Mais non. Alors qu'on a tous eu des failures et c'est comme ça qu'on a le mieux appris. Puis une chance qu'on en a vécu, puis c'est correct d'en parler, tu sais. Puis je pense que même un prospect potentiel qui regarde, qui lit ce commentaire, c'est comme, OK, ça me donne davantage le goût de travailler avec une personne comme ça qui est ouverte. Transparence, confiance. Transparence, right? Exact. Ouais, moi, j'aime bien aussi Megan Lynch, l'avocate rose. Oui, elle aussi. Justement, elle faisait, je pense, une petite rétrospective de l'année 2025 et elle disait que cette année-là, elle avait commencé à publier beaucoup plus de son parcours de vie, qui est quand même assez dur.
Et elle disait qu'au final, elle a l'impression que dans ses statistiques, c'est beaucoup mieux. Et même dans sa vision, la vision qu'on a d'elle. Ouais. Donc, je trouvais ça hyper inspirant parce que c'est ça, elle déjà, elle est vraiment brillante. Elle est super inspirante 100%. En tant que personne et professionnelle. Elle change le statu quo, on dirait, dans son domaine aussi. Exact, le domaine qui est très, très formel, très tu vois, typiquement, personal branding réussi. Enfin, moi, ça, c'est l'exemple concret là, de ce que c'est d'après moi. Là. C'est la seule avocate au Québec que je connais, que j'ai retenu son nom et que, tu vois. Non, mais c'est ça. L'avocate Rose, on va en parler de ça aussi, je pense. Puis probablement qu'ils vont inclure ça dans les cours de droit. Probablement, un genre de pas un story, mais une étude de cas. Ou genre analyse de ce qui peut se passer. Fait que moi, je trouve que ça, c'est un impact concret dans le domaine. Puis c'est difficile parce que elle a tellement eu de haine puis de plaintes. Mm-hmm. Tu sais, de plaintes d'autres collègues avocats qui n'aimaient pas ce qui était présenté. Mais wesh, tu sais, moi je trouve... quand tu vois ces réactions-là, tu vois que tu t'enlignes dans le bon chemin. Exactement. Tu vois que ça fonctionne. J'avais vu aussi une autre fille en SEO qui s'appelle Amandine Barthes. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. C'est une experte SEO qui est en France. En France, OK. En France. Puis elle, en fait, elle disait que le fait qu'elle soit une femme, en plus elle est queer, en SEO, elle disait, oh là là, elle se faisait bâcher sur les réseaux sociaux. Tu sais, plein de gars particulièrement qui disaient, mais tu peux pas vulgariser le SEO, c'est ça. C'est triste. Et elle avait mis une phrase, une fois, c'était si je dérange, c'est que je suis à la bonne place. Et je trouvais cette phrase trop bien. Ouais. Parce que c'est vrai, au final, et aussi Megan Lynch, elle avait dit quelque chose comme ça, les haters, finalement, ils sont pas à ta place et ils sont pas là où t'es, donc au final, vaut mieux que vous me hatiez, mais elle avait dit quelque chose, genre, tu sais, les haters peuvent bien avoir de la hate pour moi, mais moi, je les envie pas, tu sais. Donc, au final, ça ne la touche pas parce qu'elle n'a pas envie d'être à leur place, tu vois. Ouais. Genre, dans son... Je sais plus comment elle avait formulé ça, mais tu sais, elle disait, si, par exemple, c'est, je sais pas, Barack Obama, tu sais, qui la hate, bon, bah là, tu te dis, Barack Obama, quand même, il est incroyable, tu sais. Tu vas prendre l'avis de quelqu'un quelqu'un qui est établi. Si tu as Patate 2000, j'ai dit le même exemple tantôt dans le podcast, qui écrit un commentaire, t'es mal habillé. Patate 2000. Tu sais, pour vrai, Patate 2000, puis laisse le faire, tu sais. Mais je pense que ça revient aussi à une question de confiance en soi aussi, puis d'estime de soi. Puis c'est sûr que les premières fois que tu reçois ça, on en a parlé, là, mais des commentaires de haine sur les réseaux, c'est très, très difficile. Je pense il y a certains réseaux qui sont protégés. LinkedIn, je pense que c'est 0.1% que ça arrive. Là. Je veux dire, les gens sont quand même... Moi, j'en ai jamais c'est rare. Là, ça m'est déjà arrivé pour un invité, mais c'était pas des insultes. C'était comme... On parlait d'un sujet concret, de l'économie, puis il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord avec ce qui était dit, mais c'était très, très constructif. Puis ça, c'est le fun, parce qu'à un moment donné, il y a un monde de yes men. On veut avoir des gens qui sont en débat, mais qui sont « OK, mais ce que tu as dit, moi, je suis pas tellement d'accord. Voici pourquoi. » Et qu'est-ce que tu peux... Tu sais, des suggestions, ça fait du sens. Mais quelqu'un qui t'écrit de la haine, ça vaut rien, tu sais. Puis un vrai entrepreneur ou quelqu'un, un professionnel, quelqu'un qui a expérimenté, ne va pas écrire ce genre de commentaires-là de toute manière. Il va peut-être même pas rien écrire de toute manière. Ou va t'envoyer un message en privé, je sais pas. Fait que je pense, c'est prendre avec un grain de sel, mais c'est la réalité d'être... Tu sais, puis les réseaux sociaux, c'est un must. On peut pas ne pas être là, on sait c'est quoi. Donc, ça fait partie de la game. Exact. Mais moi, personnellement, j'ai jamais reçu de hate. Puis c'est ça, Megan Lynch, elle disait, c'est ça. Est-ce que j'échangerais ma place avec la personne qui me donne de la hate? Jamais. Et c'est ça. Fait que donc, ça veut tout dire, quoi. T'as rien à envier à ces personnes-là, donc faut continuer son bout de chemin. Ben oui, t'as rien à envier. Puis souvent, ces gens-là, malheureusement, ça se peut. Là, c'est pas des gens qui sont méchants et innés. C'est parce que souvent, ils ont vécu quelque chose dans leur journée qui était difficile, puis ils sont tombés sur ta vidéo, puis... Il fallait qu'ils sortent le méchant. Ça les a trigger. Ça les a trigger. Puis, tu sais, j'avais déjà compté cet exemple-là, mais une personne avait commenté ça, puis avait répondu à son propre commentaire la journée d'après. Puis, elle s'est excusée. Elle dit, écoute, j'ai vécu quelque chose de difficile cette journée-là, puis c'était vraiment pas personnel. Il a écrit, tu sais, c'est quand même fort, là. J'étais comme, OK, il n'y a pas de problème, je comprends. Mais ouais, c'est juste de voir, tu sais, les gens sont pas nécessairement méchants. Tu sais, des fois, ça peut être des trolls. Fait que, mettez ça de côté, mais il ne faut pas que ça soit un frein à créer du contenu. Souvent, c'est ça. Là. Campagne publicitaire, je veux dire, on peut tomber là-dedans. Tu promotes, tu mets de l'avant une vidéo, par exemple, on vient chercher un public, puis le public cible, là, ça vient chercher peut-être quelqu'un qui n'aime pas ça, qui n'est pas d'accord. Genre. Ça peut être difficile. Tantôt, on va sauter sur un autre sujet. Tantôt, tu m'as dit, des fois, on peut avoir des résultats qui sont escomptés, on a une vision. Des fois, non. Des fois, ça peut arriver que
comment tu as cette discussion-là avec ton client ou ta cliente? On s'enlignait vers ça, on n'a pas tout à fait atteint ça. Fait qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est quoi un peu la discussion que tu as avec? Moi, généralement, j'essaye de dire que la première campagne, elle ne fonctionne jamais. OK. Faut fait que ça, c'est clair, au moins, c'est transparent. Parce que tout simplement, toi, tu n'as jamais fait de campagne, donc tu ne sais pas comment ça marche, tu sais pas, tu vas chercher une nouvelle audience qui est froide, donc tu ne sais pas vraiment comment est-ce qu'elle va réagir. Tu as beau connaître ton audience cible, à partir du moment où tu vas la rencontrer, tu vas avoir des apprentissages. Et aussi, surtout un point hyper important, la plateforme elle-même ne te connaît pas. C'est un peu comme ChatGPT, quand tu fais un prompt super simple d'une phrase, lui va te répondre une phrase hyper générique, une réponse hyper générique, alors versus tu as un prompt de 10 paragraphes, là ça va être beaucoup plus précis sa réponse. C'est exactement pareil en gestion de campagne. Finalement, Meta, Google, ils ont besoin de faire de l'apprentissage avant de générer des meilleurs résultats. Donc si ça prend à peu près 3 mois, je le vois sur Google, ça prend à peu près 3 mois. Sur Facebook, voire même plus, parce que sur Facebook, il y a toute une question de contenu aussi que tu dois constamment réajuster. Mais donc, c'est long avant d'obtenir des résultats. Donc, tu vois, c'est pour ça que des bons résultats. Il faut constamment s'améliorer. Donc, moi, j'essaye vraiment de dire aux gens, il faut que vous soyez prêts à vous remettre en question. Si on apprend qu'au bout d'un moment, on ramène du trafic sur le site, mais que les gens, ils passent pas beaucoup de temps, c'est qu'il y a un problème au niveau du site. La publicité, elle accroche, elle fait sa job. Mais rendu sur le site, si les gens passent pas de temps ou que le taux de conversion, il est faible, c'est que le problème vient du site. Donc, il faut être capable de se remettre en question et de se dire, c'est pas dans la ce pub, cas-là, c'est nécessairement oui, il faut que je... C'est pour ça que moi, aujourd'hui, je travaille beaucoup plus en dehors des plateformes, finalement. C'est pour ça que j'aime autant enseigner aujourd'hui. C'est parce que je trouve que j'ai plus tant de valeur ajoutée dans la plateforme. C'est plus dans le paramétrage de la campagne que ça joue. C'est vraiment en dehors. Donc, c'est dans le positionnement, le message, le parcours client. Puis, tu sais, jusqu'à les délais de livraison, par exemple. Des fois, ça peut jouer dans une campagne. Aussi, une fois, j'avais une cliente, je lui avais dit, tu sais quoi, mets Stripe, le paiement, tu sais, des fois, avec Apple Pay, ça peut aider à augmenter ton taux de conversion. Ou des fois quand parce que c'est plus rapide. Mais oui. Moi, par exemple, je le fais tout le temps. Enfin, c'est des achats un peu compulsifs. Tu sais, tu achètes avec Apple Pay, tu appuies juste 2 fois sur le bouton, puis that's it. Amazon, c'est pour ça que ça fonctionne super bien. One by, tu vois, achat. Exactement, ta carte, elle est préenregistrée, t'es livré le lendemain. Donc, tu vois, c'est le côté instantanéité qui fait que ça va encourager encore plus tes ventes. Puis, c'est quelqu'un à froid qui va acheter émotionnellement, c'est un petit peu, mais d'acheter émotionnellement dans le besoin, où il y a une restriction de temps. Souvent, c'est les cadeaux Noël. On est dans cette période-là. Fait que là, si les gens attendent dernière minute, fait que là, on veut le recevoir demain, tu sais. Fait que là, d'avoir un fournisseur qui te le livre demain ou dans 3 jours, ces jours-là vont compter beaucoup. Exact. Puis on va être prêt à payer davantage pour ça. Fait que je pense que ça peut être un irritant, tu sais, quelqu'un qui tombe sur la publicité, qui se fait envoyer sur le site web. Le site web est lent, n'est pas optimisé. Faut que tu t'inscrives à l'infolette, faut que tu crées un compte, oublie ça. Exact. Tu l'as perdu. Il faut simplifier. Que ce soit... Exact. Parce que, oui, à fond, parce que Google, c'est le moteur de recherche numéro 1 au monde. Ils ont vraiment mis la barre très, très haute au niveau des attentes. Tu sais, sur Google, en gros, le référencement, c'est tout un point de vue. Tout est fait en fonction de l'expérience utilisateur. Il faut garantir la meilleure expérience utilisateur possible. Donc, la hiérarchisation de l'information, il faut que ça soit clair, il faut que ça soit fluide, que ça charge vite. Donc, ils ont mis des attentes tellement hautes que si tu n'as pas ça, en fait, de manière générale, quand tu navigues sur Meta ou Google, ça te fait un frein et ça va vraiment te freiner dans tes performances, quoi. Puis aujourd'hui, encore plus avec ChatGPT, les gens, ils ne cherchent même plus sur Google, ils demandent à ChatGPT. Oui, 100%, moi, je cherche plus. Donc c'est ça, si ton site il est trop long à charger, tu te tires une balle dans le pied, puis tu auras beau faire de la pub, ça ne va pas fonctionner. C'est fou comment il y a juste quelques années, quand j'hésitais à utiliser Chat, puis je me compare aujourd'hui il est tout le temps, il est sur mon cell, il est dans un onglet, il est tout le temps là, tu sais. Puis autant personnel pour des questions que pour le pro, je pourrais pas m'en dépasser. Puis ça a été un no-brainer de payer l'abonnement premium parce que j'en ai besoin, tu sais. C'est complètement génial, puis c'est pas parfait, tu sais. Des fois, il formate un texte, puis je dis, t'es allé prendre quelle information, c'est pas vrai, c'est pas son entreprise. Je me suis trompé, j'ai assumé. OK, prochaine fois, n'assume pas. Dis-moi qu'il manque des informations avant, tu sais. OK, parfait. Fait que c'est vraiment de l'apprentissage puis d'y parler. Mais c'est un outil indispensable.
c'est juste incroyable que je comprends pas comment certaines personnes ont peur d'utiliser ou c'est pas adapté parce que tu sauves évidemment des heures par semaine en utilisant un certain point. Puis je parle de chat, mais il y en a tellement aujourd'hui. Là. Ouais, puis les gens, ils ont tendance à oublier aussi que l'IA, c'est absolument partout. C'est pas juste de ChatGPT. Ça, c'est juste un type d'IA conversationnel. Oui. Mais l'IA, on en a rien que sur notre fil d'actualité, sur TikTok. Il te prend du contenu. Tu sais, sur TikTok, souvent... Ouais. C'est ça l'effet scroll infini qui te fait passer énormément de temps. Propose contenu que et donc ça, c'est une IA qui dit tu sais, il a aimé ça, il est dans tel secteur géographique, il a tels intérêts, donc je vais lui pousser ça. Ça, c'est de l'IA. Même sur Netflix, tu sais, les suggestions de films, c'est de l'IA. C'est déjà intégré partout. Oui, 100%. Puis tu sais, faites l'exemple à la maison. Essayez peut-être de regarder juste des vidéos de science-fiction, de scénarios pendant 1 heure, puis liker ces vidéos puis commenter. Vous allez juste avoir ce contenu-là pendant les prochains jours qui vont venir. Fait que, oui, ça fonctionne, puis c'est vrai, puis c'est assez puissant. C'est vraiment... Puis je pense qu'il parlait aussi le moteur de recherche ou chat, mais TikTok aussi devient un gros moteur de recherche pour les plus jeunes. Exactement. De poser des questions, d'aller chercher des... Maintenant, tu sais, tu peux prendre... Il y a une fonctionnalité sur TikTok, ça donne un aperçu. Tu peux faire un aperçu dans la vidéo. Mettons quelqu'un dans cette vidéo tient un vase. Tu peux faire un screenshot, puis là, ça vient te chercher un article d'un produit ou d'une vidéo. Ah ouais, tu peux faire une transaction à travers. Ça devient quand même vraiment imprégné. Là. Fait que je pense que les habitudes de consommation, il faut avoir encore plus un contrôle sur nous-mêmes avant de tomber. Ça serait tellement facile d'acheter tout d'un coup. Là. Exact. Oh, mon Dieu. Puis encore une fois, c'est ça met les attentes hyper haut. Ouais. Donc, pour une marque, c'est ça, il faut, avant de se lancer en pub, il faut vraiment avoir des bonnes fondations bien solides parce que sinon, c'est ça va juste, la pub va juste mettre de l'avant, ça va comme surligner tout ce qui va pas dans ta communication, ton site web ou whatever, ton expérience client en général, ton expérience numérique. J'adore. Donc c'est ça un petit peu ma mission du moment, tu sais, mon nouveau positionnement. C'est en fait, moi, je veux plus qu'on vienne me voir pour me dire juste, je veux lancer une campagne, voici mon budget, voici mon créatif. Moi, je veux vraiment travailler avant. Est-ce que tu mets ça de côté ou tu dis, je veux l'implémenter dans l'aspect, tu sais, consultation, conseil, de faire une revue ou un rapport, peut-être un rapport de ton site web, de ton processus de vente, tu sais, comment fonctionne tout ça, un peu de regarder avant pour avoir une publicité qui est performante. C'est un peu ça que... Oui, exact. Je le fais plus dans l'accompagnement. Puis, tu sais, comme moi, j'aime beaucoup enseigner, je me dis, en fait, mon client, ça sert à rien qu'il paye une agence ou quelqu'un qui va juste lui placer son argent sur Meta. Tu sais, il peut, ou Google, il peut apprendre à le faire lui-même et, se faire aider plus là où ça a plus d'impact. C'est donc en dehors des plateformes. Donc, payer un développeur qui est plus disponible pour améliorer son site web, faire en sorte que, tu sais, ça... Parce que bien souvent, c'est ça. Les gens, ils payent pour un site web. Mais après, s'il y a des petites modifications à faire en lien aux apprentissages qu'on a avec les campagnes, ça devient compliqué. Donc, c'est autant que, tu sais, il fasse affaire avec quelqu'un qui, tu sais, par exemple, moi, j'essaye de faire quelque chose qui n'est pas forcément un frais retainer. Tu sais, ce serait plus une fois, je te donne toutes les clés pour qu'après, tu changes ton site. Puis après, tu n'as pas à me payer à chaque mois. C'est d'être autonome. C'est un peu d'apprendre à être autonome soi-même puis d'apprendre à gérer ça parce que je pense que c'est ça. Malheureusement, tu fais confiance peut-être à un expert, un professionnel, puis tu comprends, tu sais, vraiment, blindly, là, sans regarder un peu ce qu'il fait, tu lui fais confiance, mais en réalité, tu sais, il y a tellement de non-dits des choses que des fois, tu n'es pas sûr de la qualité ou tu sais, des retours, tu dis c'est normal. C'est bien d'enseigner puis d'éduquer, puis après que la personne puisse l'appliquer dans son entreprise. Après, j'en ai, tu sais, je donne beaucoup de formations, puis des fois, il y en a qui font des formations qui se rendent compte, en fait, c'est pas pour moi. C'est beaucoup de travail. C'est pas tant de travail aujourd'hui parce que plus tu le fais, plus ça va vite. Okay. Moi, quand j'ai commencé, ça me mettait des fois 6 heures à mettre en ligne une campagne. Aujourd'hui, c'est genre 30 minutes, 1 heure. Donc, c'est beaucoup plus facile. Mais il y a quand même toute une logique derrière où des fois, il y a juste des gens, ils se disent « Oh, j'ai même pas envie de me prendre la tête à gérer mon budget ou choisir mes objectifs. » quoi. Donc, dans ce cas-là, je peux continuer à le faire, mais moi, je préfère être en dehors des plateformes, puis je trouve que j'ai plus d'impact. Penses-tu que des entreprises peuvent fonctionner indéfiniment en faisant des approches organiques, fait que par référencement, sans mettre de l'avant des campagnes publicitaires sur Meta ou sur Google? Est-ce que pour une longévité d'entreprise, ça peut fonctionner ou il faudrait penser à opter avec une stratégie? Moi, je le vois vraiment en synergie.
En synergie? Ouais, je trouve que les deux ensemble, c'est top. Tu peux pas faire juste l'un. Juste de l'organique, tu risques de te faire polluer par toutes les publicités. Aussi, puis, si par exemple, tu as un compétiteur qui achète ton nom de marque sur Google c'est ça. ou ton produit phare sur Google, ben voilà, t'es brûlé. Donc, tu peux pas faire juste de l'organique et tu peux pas faire juste du payant parce qu'après, tu deviens complètement dépendant des plateformes, des GAFAM. Là. Donc, si demain, il y a TikTok qui a fermé pendant un jour, il y a plein d'entreprises qui se sont dit oh shit, nous on fait énormément de revenus avec TikTok, avec les lives par exemple, tu perds tout. C'est vrai. Donc pour moi c'est vraiment les deux et je le vois vraiment comme la publicité c'est un moyen d'attirer une nouvelle clientèle, de reconvertir les gens un petit peu, enfin pas reconvertir mais convertir les gens qui hésitent ou qui sont sur le marché. Et en organique, c'est là que tu reconvertis, que tu fidélises, que tu crées ta communauté et que les gens ils restent avec toi. Quoi. Puis ça, c'est un autre sujet que tu as touché qui est hyper intéressant. On va en parler. On est un petit peu à la merci des plateformes. Évidemment, eux, ils font leur argent principalement en revendant nos données. Fait que je pense que l'avenir des réseaux sociaux, ils vont continuer à performer, ces réseaux sociaux-là, mais il va peut-être avoir un switch vers des applications payantes, des réseaux sociaux payants, membership mensuel, que tu as un contrôle sur ta qualité, ton contenu, ton ownership. Puis moi, personnellement, je serais prêt à payer pour ce genre de plateforme-là pour mettre de l'avant mon contenu. Je trouve que j'aurais peut-être je pense qu'il y aurait un accès qui est beaucoup plus intéressant que justement un Facebook qui va planter demain, puis une protection des données aussi qui est rendue intéressante là-dedans. Puis justement, je pense qu'il y avait une plateforme québécoise là, qui s'est lancée, puis j'ai pas trop d'informations là-dessus. Je pense que c'est Clixif, puis c'est mettre un peu les entrepreneurs, les créateurs de contenu québécois, puis de l'avant, tu sais, mais il y a un membership en avant. Faut que je m'informe là-dessus, là, mais je trouverais ça, je pense éventuellement, il va y avoir un style de réseaux sociaux qui va être payant. Tu sais, je veux dire, des Patreons, ça existe depuis un bout. L'industrie du créateur est de plus en plus. J'ai vu aussi Mastodon, je sais pas si tu as entendu Mastermind? Mastodon, ça s'appelle Mastodon, comme ça. Et c'est comme un Twitter, mais c'est version participative. C'est cool, ça. Okay. En gros, leur rémunération, c'est sous forme de dons. C'est toi, tu veux mettre un don. Et puis, c'est ça, ils ne partagent pas les données des utilisateurs, tout ça. Parce que quand c'est gratuit, c'est nous qui le produit. Fait que c'est à savoir, prendre avec un grain de sel, tout le monde est sur Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Là. Fait que, mais ça à prendre en compte. Ouais, mais c'est ça. Après, je ne sais pas si Facebook pourrait devenir payant. Parce que, tu vois, par exemple, Netflix, eux, ils ont fait l'inverse. Ils étaient payants, ils ont augmenté. Puis après, si vous voulez plus de pub, si vous voulez payer moins, vous allez avoir de la pub. Mais, Amazon a fait ça au tout début, quand Prime est sorti, Prime Video, il n'y avait pas de pub. Ouais. Là, ils ont commencé à mettre des pubs et beaucoup de publicité. Fait que là, c'est comme, OK, non. Ça, c'est gossant. Là. Mais, mais je pense peut-être que Facebook, je pense pas que Facebook en tant que tel, le classique, mais peut-être va acheter une entreprise ou va pas une autre, ou une aile de Facebook, genre Facebook Creators, ou genre, tu sais, qui va proposer une autre plateforme à leur nom, mais qui est chargée, tu sais. Fait que je sais pas. Ou d'autres compétiteurs qui vont bâtir ça. Fait que, mais, tu sais, c'est tellement une grosse industrie de plus en plus, les créateurs de contenu. Il y a beaucoup d'argent là-dedans qui vont se brasser, d'après moi, dans les prochaines années. Beaucoup de gens qui vont être libres financièrement, qui vont aller créer leurs propres opportunités. Les Gen Z sont les meilleurs là-dedans. Les milléniaux, tu sais, on est consciencieux de ça, puis on bâtit quelque chose à travers ce contenu-là, tu sais. Fait que de plus en plus, je pense qu'on s'en vient bâtir ça. Je pense que, tu sais, moi, je le verrais plus, genre, un peu comme TikTok. Tu sais, eux, ils ont tout un système de revenus avec les lives, par exemple. Les lives, ou tu sais, avec le contenu premium. Tu sais, je crois qu'ils avaient commencé à le faire sur Instagram. Genre, par exemple, tu as du contenu réservé aux membres. Tu l'as sur YouTube aussi. Donc, je pense que ce serait plus ça. Tu sais, genre, par exemple, tu suis ton influenceur préféré et en plus, si t'es vraiment super fan, là, t'as du contenu exclusif. Du member, je pense que ce serait comme ça. Puis le moyen qui passe un peu, tu sais, c'est de dire, t'encourages ton créateur, mais en même temps, c'est sûr que Meta et tout, ils vont se prendre une cote là-dessus. C'est ça, tu sais, fait que... Il n'y a pas vraiment de bonne réponse à savoir, tu sais, c'est comme... C'est un peu ça, c'est des plateformes qui osent son contenu, puis après, c'est de voir un peu comment tu veux te développer.
Non, c'est vraiment intéressant. Puis j'avais une question tantôt que je gardais dans ma tête. Là. Dans les campagnes publicitaires depuis la dernière année quand on s'est rencontrés, est-ce qu'il y a un style créatif qui a changé, des choses qui performent un peu mieux, que ce soit en texte, en photo, en vidéo? Est-ce qu'il y a des tendances, des nouvelles fonctionnalités que tu vois ou ce qu'on faisait avant, là, ça ne fonctionne plus, il n'y a plus autant d'interactions? Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui? Ma réponse préférée. Ah ouais? Ça dépend. Ça dépend de l'entreprise, de la campagne? Trop de choses. Ça dépend de la saisonnalité, de ton prix, de ta cible, de ton marché. Wow. Tu vois, avant, c'est ça, moi, quand je démarrais, c'était vraiment, tu fais de la notoriété, c'est de la vidéo. Tu fais de la conversion, c'est plus de l'image. Aujourd'hui, TikTok a redistribué les cartes complètement. Donc, la vidéo, ça fit à tous les emplacements. C'est par exemple, c'est pour ça que les vidéos UGC, ça fonctionne super bien, même pour générer des ventes. Parce que tu vois le produit, puis c'est le type de contenu qu'on aime bien consulter en organique et donc en payant, ça passe nickel, quoi. Donc ça, d'un point de vue format, ça change pas. Puis en fait, récemment, cette année, il y a eu un changement d'algorithme sur Meta. On va surtout parler de Meta en termes de visuel et tout ça, parce que Google, c'est autre chose. Mais donc l'algorithme, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il est capable de vraiment scanner la publicité pour... en fait, il va déterminer des signaux et va se dire, OK, cette pub-là, elle va vraiment matcher auprès de tel type de personnes. Donc, il fait vraiment elle a déjà les informations à l'avance. Juste dans ta pub. Wow. Donc, tu vois, c'est pour ça que la base de base, c'est vraiment bien définir ta cible et le message que tu veux lui adresser. Parce que si ça, c'est pas clair, l'algorithme, il va comprendre pas clair et il va montrer aux mauvaises personnes. Donc, tu n'auras pas de retour. Ouais, donc c'est vraiment ça qui a changé, je te dirais, dans la dernière année. Wow. Et donc, c'est ça, tu vois, c'est tout. C'est une IA qui cible aujourd'hui et elle prend les informations de ta pub pour les montrer auprès des bonnes personnes. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus de recettes miracles. C'est vraiment, c'est au cas par cas. Et ils recommandent, même depuis la sortie de ce nouveau algorithme, ce nouveau système, ils recommandent d'avoir de la variété dans les publicités. Et donc, c'est pas assez visuel A, on change telle couleur, visuel B, c'est une autre couleur. C'est vraiment d'avoir la variété. Donc, par exemple, un visuel qui s'adresse aux hommes, un visuel qui s'adresse aux jeunes femmes dans la trentaine, un visuel qui s'adresse aux mamans, dans une même campagne. Puis, Meta va s'occuper de répartir les publicités auprès des bonnes personnes. Fait que dirais-tu qu'il y a moins de phases de testing? Que c'est plus concret, mettons, les retours avant de... En fait, le problème, c'est qu'il y a moins de transparence, moins de contrôle. Donc, c'est ça qui est un peu embêtant. Tu as moins de visibilité, mais tu peux quand même voir où est-ce qu'ils diffusent tes annonces, etc. Mais tu as moins de contrôle. En fait, plus tu laisses de liberté à l'algorithme, donc ça veut dire que tu ne mets plus forcément des audiences d'intérêt, par exemple. Tu vas lui laisser de la place pour cibler, meilleurs tes résultats seront. Donc, c'est ça qui est un petit peu embêtant. Mais ça, c'est le game, c'est la disparition des cookies. Aujourd'hui, il y a la frontière entre ce que Facebook peut nous donner comme information et l'annonceur, elle est très, très opaque. Donc, il faut faire confiance, quoi. Mais moi, de ce que je vois de ce changement d'algorithme, je trouve ça assez positif. Je trouve que ça fonctionne très bien. Donc, c'est Facebook, Meta, c'est Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, etc. Ils ont tellement d'informations sur nous qu'ils ne peuvent pas nous partager. Donc, c'est sûr qu'ils ont leurs capacités de ciblage sont incroyables. Donc, il faut juste pouvoir justement mettre de l'effort dans ses créatifs, par exemple, puis dans tout son parcours client numérique pour faire en sorte que la publicité, elle fasse la job. Mais toi, derrière, une fois que tu ramasses des clics et des vues sur ton site, là, t'es en rôle. C'est comme ça que tu convertis, quoi. J'aime ça. C'est des exemples concrets aussi pour optimiser nos campagnes. Puis je ne savais pas que Meta donnait ces données-là aussi. Fait que ça, c'est vraiment plus facile peut-être pour un beginner aussi qui veut comprendre un peu mieux comment la campagne est faite, là, avec toi, par exemple. Moi, c'est ça. Quand je démarrais, des fois, il y a 8 ans, quand j'ai commencé, parfois, j'avais des visuels un peu poches, un site web pas foufou, mais je mettais le bon ciblage super précis avec le bon objectif, ça fonctionnait. Ça fonctionnait. Aujourd'hui, pas du tout. Faut que tout soit liché, parfait. Oui, mais ta campagne, un peu moins. Tu vois, la campagne, c'est pas le ciblage. Oui, c'est ça. Avant, j'avais vraiment 8 ciblages avec 3 pubs par ciblage, avec vraiment justement du A/B testing hyper pointu. Aujourd'hui, j'ai une campagne, 2 ciblages et plein de pubs dedans. Et puis, c'est vraiment l'écosystème alentour de l'entreprise, comment ces en gens-là vont aller où,
Exact, c'est en dehors de méta. Okay. Donc, tu vois, d'où ces petites optimisations qui peuvent paraître toutes bêtes, mais des fois, rendre la livraison plus rapide, avoir les méthodes de paiement qui sont plus simples, plus efficaces. Des fois, le paiement en plusieurs fois aussi, ça peut aider. Donc, c'est des choses qui n'ont rien à voir avec méta, mais qui changent la donne. Puis, ce qui est chouette, c'est que ça change la donne à la fois dans tes campagnes sur Meta, mais aussi en dehors, sur tous tes autres canaux d'acquisition. Donc, c'est quand même cool de finalement moins perdre de temps avec des campagnes. Clairement. Ça permet d'être finalement plus efficace sur plein d'autres canaux différents à la fois, quoi. J'adore. Finissons sur un dernier sujet. On va revenir un petit peu de ce qu'on a parlé tantôt. Le chargé cours que tu vas enseigner au HEC. Toi, en tant qu'entraîneur, personnellement, qu'est-ce que ça t'amène d'aller proposer cette éducation-là à des jeunes? Qu'est-ce que tu préfères, que tu prévois que tu vas préférer faire justement dans ce cours-là? Pourquoi c'est une importance pour toi d'enseigner un cours comme ça? Ben, moi, je dirais que je pense que je vais autant apprendre du fait de donner des cours que de donner le cours. J'ai l'impression que je vais beaucoup recevoir aussi. Ouais. Déjà parce que le fait d'être à l'université, c'est nouveau pour moi en tant que prof. C'est vrai. Puis même, ça remonte les études. J'avais carrément oublié. Puis aussi, moi, j'ai vraiment la vision... Tu sais, j'ai jamais aimé les cours théoriques. J'ai jamais été bonne là-dedans. J'ai jamais été une très, très bonne élève. Si j'étais correcte, là. Parce que j'ai réalisé qu'en fait, je ne savais pas apprendre en mémorisant, ça ne me convenait pas. J'apprends vraiment en pratiquant. Et donc, c'est comme ça que je vais enseigner ce cours-là. Donc, je vais forcément apprendre. Et donc, c'est ça qui est cool. C'est à force de pratiquer, même avec les élèves, je vais apprendre des nouvelles choses en même temps qu'eux. Donc, c'est sûr, moi, j'ai plus d'expérience. Donc, je vais peut-être apprendre plus vite et puis je vais pouvoir mieux leur expliquer, vulgariser. Okay. Mais je trouve ça vraiment cool. Je le vois vraiment comme... je veux pas trop me positionner comme juste la prof au-dessus de vous qui va vous expliquer. Non, on va vraiment apprendre ensemble des choses. Okay. Puis, comme ça change tellement cette industrie-là, il y a toujours des nouveautés. Donc, je me dis, au cours d'une session, là, il va s'en passer des choses, on va en tester des affaires et donc, je le vois vraiment comme ça, comme quelque chose de commun, quoi. C'est le fun, puis je pense que c'est une belle mission de vie d'entrepreneur, de dire, c'est quoi l'impact que je vais avoir aussi sur ma communauté, comment je vais redonner. Puis c'est, je pense, une des meilleures manières de redonner, puis de monter les gens vers le haut, de faire éduquer un peu notre société sur différents sujets. Mais je pense que c'est un des meilleurs impacts qu'on peut avoir. Fait que je trouve ça inspirant que tu fasses cette démarche-là. Puis c'est sûr que tu vas capoter. Quand est-ce que ça commence, ta première session? Ça commence le 7 janvier, je crois. Bientôt, là? Ouais, début janvier. Très cool, très cool. Ouais. Ben, j'aime ça. Souvent, je pose les 2 dernières questions du podcast. Ta vision de succès, on en a parlé. Ouais. Un petit peu plus. Je vais te poser la dernière. Qu'est-ce que tu dirais à une version de toi-même de 25 ans, si tu pouvais aller dans le passé, qu'est-ce que tu te conseillerais? Justement que stop les études. Non, stop it, arrête. Non, peut-être pas les études. Non, j'ai bien fait de faire des études, mais j'ai eu la chance de choisir des études où justement j'ai fait une école en France et j'avais choisi ça parce que je pouvais faire beaucoup de stages. Et je me dirais bravo. Tu as vraiment le bon instinct et je me confirmerais juste que effectivement j'apprends mieux en pratiquant et que finalement c'est correct de pas être fait pour être assis sur une table pendant des heures à écouter. Enfin, moi au bout d'un moment je décrochais puis j'avais du mal, c'est ça, à mémoriser par cœur au final. Donc c'est correct et j'ai fait de mon mieux. J'ai réussi finalement à avoir mon diplôme même si ça a été difficile et au final je me trouve je suis super contente d'être là où j'en suis aujourd'hui parce que c'est ça, je savais pas avant qu'en fait c'était correct, c'était aussi une façon d'apprendre en pratiquant. J'avais l'impression que c'était comme à l'école qu'il fallait le faire et en écoutant des heures. De suivre ce chemin-là, la théorie. Ouais. Puis... Donc au final, c'est ça que je me dirais. Pratique à fond et c'est comme ça que tu vas mieux apprendre. Ben, je pense que les meilleures opportunités arrivent puis dans le vécu, dans les essais-erreurs, puis je pense qu'en faisant beaucoup d'erreurs aussi. Les failures, ça nous permet de grandir puis d'apprendre de choses. Si on n'en fait pas, on reste au même stade. Puis avoir peur de prendre des risques, c'est normal aussi au début dans notre vingtaine. Parce qu'on ne sait pas, on se connaît pas à 100%. Puis on se dit, est-ce que c'est une perte de temps? Est-ce que je mets l'argent à une bonne place? Est-ce que... Mais en réalité, je pense que la pire chose, c'est de se poser trop de questions puis d'être dans l'inaction. T'es mieux de faire quelque chose puis que ça ne fonctionne moins bien que de rien faire. Tu vas apprendre de ça.
Puis, il y a toujours quelque chose de positif qui va en ressortir, même si le principal, peut-être dans ta tête, c'est négatif. Fait que, pour les gens de 25-35 ans qui écoutent le podcast, ben, c'est comme... C'est le moment, là. C'est pas dans 10 ans, quand ça va être stable, tu vas penser que tu vas avoir assez d'argent, que là, c'est le bon moment de lancer ton entreprise. Oui, parce qu'après, il y a les contraintes, là. Tu as une vie de famille, une hypothèque, aussi. Non, mais ça, c'est un autre point. D'autres responsabilités. À un moment donné, si t'as des enfants, il faut prioriser certaines choses dans une vie. C'est pas impossible de faire les deux en même temps, mais c'est quand même plus facile. Tu as peu de responsabilités. De time is now, de l'essayer puis de se lancer. Puis dans le pire des cas, tu vas juste comprendre que le chemin d'entrepreneuriat, c'est pas fait pour toi. Mais tu vas être aligné à 100% comme un salarié. Tu vas être passionné par ça, tu vas être passionné par ton poste, tu vas te sentir peut-être comme un intrapreneur, au contraire, comme dans une entreprise, qui est le fun aussi. C'est vrai. Fait que beaucoup de sujets aujourd'hui. My God, ça a été vraiment une belle couverture, une nouveauté de ce qui s'est passé dans la dernière année. Puis j'ai adoré mon expérience. Toujours le fun de jaser avec toi aussi. C'est vraiment en mode friendly, jasette, discussion, verre d'eau, café. Fait que comment t'as aimé ta deuxième expérience? Ben super, comme d'habitude. J'aime bien. Je trouve que j'en ressors à chaque fois plus inspirée. Et j'aime bien parce que c'est pas prévu. Il n'y a pas de script ou quoi. C'est juste vraiment we go with the flow. Et ben tu sais, je prépare des questions, mais c'est une ligne directrice dans le sens. Pour vrai, c'est plus pour offrir une structure puis faire. Ouais, non, normal. Il faut mettre quand les même gens en confiance, surtout quand c'est leur première expérience. C'est un must un peu, là. Mais rendu dans le studio, ça vient naturellement. On tombe sur un sujet et c'est « Oh mon Dieu, ça c'est pertinent ». Mais comment tu t'es senti face à ça, plutôt que de sauter du coq à l'âne. Ouais. Je pense que c'est quelque chose d'un petit peu plus pertinent que d'y aller trop formel. Fait que, bref, merci beaucoup pour ton temps, ton passage. Merci à toi aussi. Où est-ce qu'on peut te contacter pour travailler avec toi, pour collaborer? Sur LinkedIn, c'est là où je suis la plus active, Okay. C'est ma plateforme préférée maintenant. Oui, clairement. Ouais, vraiment. C'est celle que j'ouvre le matin en premier. C'est quand ton prochain webinaire? T'as-tu un prochain là, ça va être le 4 décembre, le 4, premier. Parfait. Puis je vais voir si j'en donne d'autres. Mais c'est ça. Mais de toute façon, je continue de donner des formations, la fusée, InfoPresse. Puis je vais peut-être refaire d'autres conférences. Je sais pas encore là ce que 2026 me réserve. Mais en tout cas, je suis toujours là. J'adore ça. Merci encore pour ton passage. Merci à toi. Hey, salut, ça fait déjà la deuxième fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là, c'est super intéressant. Ça vaut de l'or, puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life we can move.